Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer les définitions parce que moi, je disais phobie scolaire, mais vous dites plus vraiment de ça aujourd'hui. On dit refus scolaire anxieux. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ouais. Alors, ce sont deux termes, phobie scolaire et refus scolaire anxieux, qui désignent déjà le même phénomène. C'est un enfant qui a une réticence à aller à l'école ou un refus d'aller à l'école en lien avec des difficultés émotionnelles qui peuvent conduire à de l'absentéisme scolaire. Donc vraiment, ce sont deux termes qui désignent absolument la même chose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que phobie scolaire, c'est globalement un peu l'ancien terme ou le terme du langage courant. C'est un terme qui s'est beaucoup répandu dans les années 1930-1950, qui s'est largement popularisé en France, mais aussi à l'international. Et en fait, aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment parce que ce sont des enfants qui n'ont pas une phobie de l'école comme on peut avoir une phobie des araignées. En fait, c'est un terme assez impropre. Et donc, dans les années, pour répondre à cet enjeu-là, dans les années 1960, il y a le terme de refus scolaire anxieux qui s'est davantage développé. Et je pourrais dire qu'en fait, ce sont deux termes qui désignent la même problématique, mais que phobie scolaire, c'est plutôt le terme du langage courant, du langage peut-être même journalistique, qu'on va qui va parler au plus grand nombre. Alors que le terme refus scolaire anxieux, c'est davantage un terme qu'on va utiliser en tant que professionnel de la santé, en tant que chercheur. C'est un terme un peu plus moderne et scientifique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, si on est parent, comment on sait si notre enfant il traverse un refus scolaire anxieux? Comment on fait la différence avec ce que tu disais, l'école buissonnaire, quelqu'un qui a juste pas envie d'y aller? Parce que est-ce que ça dépend des tranches d'âge? Est-ce que il y aura toujours le même tableau clinique? Ça répond aux mêmes critères pour peu importe l'âge de l'enfant? Alors, j'ai envie de dire que finalement, si on est parent concerné, on le sait qu'on est concerné, parce qu'on se débat tous les jours avec son enfant face à cette problématique. En revanche, ce qui est possible malheureusement, c'est que le terme n'ait pas été posé. La question, c'est finalement, il y a des familles qui sont confrontées à cette difficulté-là, mais qui n'ont pas encore rencontré un professionnel qui leur a dit, en fait, il s'agit de ça. À quoi est-ce qu'on peut voir qu'un enfant souffre de refus scolaire anxieux? Donc, il y a vraiment cette notion de réticence ou de refus en lien avec une détresse émotionnelle, c'est-à-dire que ça va être les matins d'école, classiquement, des moments difficiles, de la difficulté de la réticence à quitter la maison, à monter dans la voiture ou à sortir de la voiture ou à rentrer dans l'établissement. Des refus, ça va être carrément le moment où on n'arrive plus du tout à faire sortir l'enfant de son lit ou de la maison. Ce qu'on va pas du tout retrouver dans les phénomènes d'école buissonnière. Un enfant qui a pas envie d'aller à l'école et qui a envie de sécher les cours, il va y aller. Éventuellement, il va pas arriver jusqu'à l'école, mais on va pas avoir ces comportements de réticence, de refus, et surtout, on va pas avoir la détresse émotionnelle qui est associée. Cette détresse émotionnelle, elle se traduit de plein de manières différentes. On va avoir les manifestations somatiques qui sont classiques, maux de tête, maux de ventre, des diarrhées, des constipations, des vomissements, qui sont pas factices, mais qui sont vraiment authentiques chez l'enfant. Beaucoup de pleurs, de l'irritabilité le matin, parce que le stress, ça rend rarement aimable, voilà. Et puis beaucoup les difficultés d'endormissement à la veille des jours d'école. Les dimanches soirs, ça va être l'enfer du dimanche soir, des troubles du sommeil. Ça va être principalement ces manifestations-là. Et puis après, on va avoir les comportements qui peuvent conduire à de l'absentéisme scolaire. Donc ça peut aller de retard sur des absences après plutôt perlées, c'est-à-dire c'est des absences qui sont ponctuelles mais qui se répètent dans le temps. Et puis lorsque le trouble vraiment se dégrade, on va avoir des absences plus prolongées de plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois malheureusement plusieurs années. J'ai l'impression qu'en tant que parent, on a toutes et tous à un moment été confrontés à un enfant qui nous dit « j'ai mal au ventre le matin ». Je me sens pas bien. Et c'est difficile de faire la part des choses entre, potentiellement, elle a vraiment mal au ventre. En fait, il est angoissé, mon enfant. Il y a quelque chose qui se joue là. Qu'est-ce qu'on peut faire face à son enfant? Comment on distingue ça devient un vrai problème ou c'est juste ponctuel? Comment on voit ça?
Alors déjà, comme tu l'as souligné, un élément important, c'est d'avoir en tête que ça peut être aussi une vraie affection somatique. Et donc, c'est important aussi de vérifier si c'est quelque chose de chronique et si c'est une plainte récurrente de la part de l'enfant, d'aller vérifier qu'il n'y a pas des problèmes sur le plan de la médecine somatique. Un élément qui va être un vrai indicateur, c'est aussi la temporalité de ces maux de ventre. Moi, les familles, des fois, me disent quand même, Marie, il a mal au ventre du lundi au vendredi et le week-end, il a plus mal au ventre. Ils sont à deux doigts de dire c'est bien la preuve qu'ils se fichent de moi. En fait, c'est surtout la preuve qu'on est vraiment face là à de l'anxiété. En fait, et c'est plutôt une information pertinente parce que ça veut dire que c'est assez congruent avec le diagnostic. Donc, on va pouvoir un peu le distinguer là-dessus. Après, la question finalement de à partir de quand est-ce que je m'alerte ou pas, ça va être une question d'intensité, de niveau de souffrance et de retentissement. Comme tu le dis très bien, il est aussi classique et normal pour tout un chacun de ressentir du stress parfois dans sa vie et c'est important de savoir fonctionner avec. Moi, tout à l'heure, j'étais un peu stressée au moment de venir. La bonne nouvelle, c'est que je suis quand même sortie de ma voiture et que je suis venue jusqu'ici pour me mettre à parler. Donc ça reste du stress avec lequel j'arrive à fonctionner. Là où on va avoir du stress qui va commencer à faire dysfonctionner, c'est si par exemple, à 5 minutes avant d'arriver, je t'avais envoyé un message en disant finalement je peux pas, j'aurais inventé un truc, mon enfant est malade, j'ai eu un accident, enfin peu importe. J'aurais fait un évitement et ça commence à devenir plus problématique et c'est un élément qui va davantage nous alerter. Donc l'idée un peu pour résumer tout ça en tant que parent, c'est de se dire que oui, notre enfant, il peut avoir de temps en temps mal au ventre à l'idée d'aller à l'école. L'idée principale, c'est de se dire qu'on va pas surréagir à ça et c'est de garder en tête que mon petit loulou, il a mal au ventre, mais en fait, il est capable de fonctionner avec un peu d'anxiété et c'est aussi pertinent d'apprendre à nos enfants à fonctionner avec un peu de stress puisque ça nous permet derrière demain d'aller un peu plus loin, de se dépasser, etc. Mais c'est aussi important en tant que parent de pouvoir être sensible et empathique à cette bascule qui est à un moment donné, là c'est plus possible, ça le rend malade. Et j'ai coutume de dire, en fait, il y a un moment donné où ça va plus être possible pour l'enfant, on va plus réussir à lui permettre de se préparer le matin, à le faire monter dans la voiture. Et ça doit être un stop au contexte de forçage. Je dis souvent, on scolarise pas un enfant en le tirant par les cheveux. Quand les familles me disent, mais alors est-ce qu'on insiste ou pas ? Il y a jamais, le parent il est bien placé pour savoir si on peut aller un peu plus loin ou pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer surtout d'éviter des contextes de violence en fait. Nos enfants, ils réagissent pas de la même manière aussi en fonction de s'ils sont en maternelle, primaire, collège. J'imagine que un enfant, c'est nous qui l'accompagnons quand ils sont tout petits, que c'est plus difficile peut-être à voir chez les adolescents qui potentiellement, moi j'ai souvenir plus jeune de commencer à, j'avais les cours à 9h, 9h30, mes parents ils étaient déjà partis au travail, ils pouvaient pas savoir si j'avais été ou pas au lycée ou au collège. Comment tu fais la différence, tu vois, parce qu'un enfant qui est tout petit, tu vas voir ses symptômes, tu disais refus de sortir du lit, tu peux pas monter dans la voiture. Un adolescent qui est plus autonome, qu'est-ce qui peut nous alerter ? Ce qui va être compliqué, notamment chez les ados, c'est le fait que en fait, le refus scolaire anxieux, au départ, il s'installe de manière complètement invisible. Il y a Lélia Benoît qui travaille là-dessus, qui est maintenant aux États-Unis. Et elle dit je l'ai interviewée dans mon podcast. Qui est très chouette, que j'aime beaucoup, et qui dit, très juste titre, elle dit, dans le refus scolaire anxieux, ce que nous, on appelle le début, c'est-à-dire la visibilité de la difficulté, c'est déjà le milieu, en fait. C'est-à-dire que chez un adolescent, lorsqu'il commence à être absent, ce que tu décris là, il commence à plus y aller, il faut avoir en tête que lui, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il engrange en lui-même, qu'il sédimente en lui-même de l'anxiété par rapport à la scolarité et qu'en fait, ce qu'on peut marquer comme étant le début, par exemple, de l'absentéisme, c'est l'histoire du trouble, elle est déjà bien avancée. C'est ce qui fait d'ailleurs que la thérapie va être assez longue parce que même si ça fait que 15 jours qu'il est absent, en vrai, on a besoin d'aller détricoter des choses qui s'installent depuis plusieurs semaines. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va le voir, souvent ce qui va finir par interpeller, c'est les absences. La particularité dans le refus scolaire anxieux, c'est que ce sont des absences qui sont généralement non dissimulées par l'enfant, ou même si elles le sont dans un premier temps, une fois que l'administration l'a signalé aux parents et que les parents découvrent les absences, la dissimulation cesse. En fait, ce qui est très différent du coup des comportements d'école buissonnière où on n'a pas du tout le même rapport, c'est pas la même chose. Ouais, on met des stratégies en place pour. En fait, en consultation clinique, on le voit très vite la différence. J'ai aussi des patients qui peuvent souffrir davantage de difficultés en lien avec de l'école buissonnière. C'est des tableaux cliniques assez différents.
Ce que tu dis dans le livre, ce que vous expliquez, c'est que les enfants qui souffrent de ce trouble du refus scolaire anxieux, en fait, ils sont en souffrance dans plein d'autres domaines. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache en dessous pour ces enfants-là ? Ouais, on aime bien prendre la métaphore de l'iceberg qui, à notre sens, est très éclairante pour les familles, pour bien comprendre, et pour l'enfant aussi, pour bien comprendre comment ça s'articule. L'idée de cet iceberg, c'est de se dire que tout au sommet, il y a ce fameux absentéisme. C'est le truc le plus visible. C'est ce qui fait qu'à un moment, l'institution scolaire se manifeste, les parents sont en demande de consultation, l'enfant se rend compte, vraiment prend conscience qu'il est en difficulté. Donc ça, c'est le truc qu'on met vraiment tout en haut. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, il faut peut-être bien préciser le fait que tous les absentéismes scolaires ne relèvent pas du refus scolaire anxieux ou de la phobie scolaire. Il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles on est absent de l'école. Et donc ça, pour le coup, c'est aux cliniciens formés au refus scolaire anxieux de poser ce premier diagnostic, de dire « Ok, cet absentéisme scolaire, il relève d'un refus scolaire anxieux. » Donc ce refus scolaire anxieux, je le mets peut-être plus sur la ligne de flottaison. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit facilement quand on sait quoi chercher. Mais au départ, ce qu'on voit, c'est juste l'absentéisme scolaire. Et puis, une des premières étapes du travail de thérapie, quand nous, on accompagne ces enfants, ça va être d'aller voir ce qu'il y a sous la ligne de flottaison de cet iceberg, puisqu'en fait, le refus scolaire anxieux, c'est un trouble anxieux qui a toujours un ou plusieurs troubles anxieux sous-jacents. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un refus scolaire anxieux, il souffre au fond de lui d'un trouble anxieux. Les trois les plus fréquents, ça va être de l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, ça concerne généralement les enfants les plus jeunes. C'est quoi l'anxiété de séparation ? C'est un enfant qui va avoir des difficultés pour se séparer de ses figures d'attachement. Donc ça peut être les parents, les frères, les sœurs, mais aussi la maison. Donc ça peut être de l'anxiété de séparation. Ça peut être aussi très classique de l'anxiété sociale. Là, on va être plutôt sur les collégiens et les lycéens. Ok, donc c'est la peur, la réticence d'être dans des situations sociales dans lesquelles on pourrait être ridicule, jugé, moqué. On va avoir aussi très fréquemment de l'anxiété de performance, pareil chez les collégiens et beaucoup chez les lycéens. Donc c'est la peur de ne pas faire les choses parfaitement, ou d'être décevant. On va avoir le trouble panique qui est aussi très fréquent dans le refus scolaire anxieux. Donc ce sont des enfants, des adolescents qui ont peur de faire des attaques de panique, et notamment des attaques de panique en milieu scolaire. Et puis un petit dernier qu'on retrouve assez fréquemment dans le refus scolaire anxieux, c'est l'hémétophobie. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir ou d'être témoin de situations dans lesquelles les gens pourraient vomir. Ça, c'est vraiment un trouble assez classique dans notre patientèle qui va entraver la fréquentation scolaire. Et du coup, c'est une première étape de notre travail de thérapie. Ça va être d'identifier quel est le trouble anxieux sous-jacent et parfois les troubles anxieux sous-jacents parce qu'on a plein de patients qui présentent et une anxiété de séparation et une anxiété sociale. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Parce que ça va être notre cible thérapeutique, en fait. On va aussi s'intéresser à la rescolarisation, mais il va falloir bien sûr venir soigner le trouble anxieux sous-jacent. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.